Alors, bonjour chers étudiants, je suis monsieur Steven Georges Nyungu. Je suis monsieur Steven Georges Nyungu, enseignant du droit, dans le cadre de votre formation qui porte sur le droit des affaires et surtout le droit des affaires anglais. Mais je vous assure que c'est un droit assez complexe et assez dense. Il n'est pas comme le droit des affaires qu'on fait ici parce qu'il est porté sur la common law. Il est porté sur la common law, il est porté sur le treaty, alors que le système juridique anglais, ils utilisent le système anglo-saxon. Alors qu'ici, nous, comparable à nous, les pays francophones, nous utilisons ce qu'on appelle le système romano-germanique. Alors pour l'Angleterre, ou soit le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne, c'est le mieux, parce que la Grande-Bretagne compte le pays. Pour la Grande-Bretagne, ils utilisent ce qu'on appelle le droit anglo-saxon. Alors comparable à nous, les pays francophones, les pays francophones utilisent le système. Ici, là, c'est le système. Nous utilisons le système romano-germanique. Alors, chez nous, les pays francophones, le droit est écrit. Le droit ici, le droit est écrit. Donc, tout est prévu par celui qu'on appelle le législateur. Le législateur a déjà prévu les textes auxquels les rapports entre les êtres humains dans une société sont déjà prévus par un code, par une loi, par un texte juridique. Alors qu'ici, dans le système anglo-saxon, ici, le droit n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Chez eux, rien n'est écrit. Ils utilisent ce qu'on appelle la coutume, les us et coutumes. Les us et coutumes. Ils utilisent ce qu'on appelle les us et coutumes. Voilà pourquoi, tout à l'heure, je vous ai dit que ce cours est assez dense et assez complexe parce qu'il porte sur le droit anglais. C'est le droit anglais du travail. Alors, qu'est-ce qu'on entend par nous avons, avant de comprendre le condensé de ce cours, il faudra d'abord comprendre ce qu'on appelle la notion de ce cours, qu'on appelle droit du travail. Droit du travail. Alors, si on subdivise cette expression en deux, nous avons le droit et nous avons le travail. Alors, que renvoie donc la notion du droit? J'espère que vous l'avez, vous êtes juriste de formation. Je pense que vous avez déjà fait le droit quelque part. Alors, si on essaie de subdiviser cette expression du droit du travail en deux, nous avons le droit et le travail. Alors, que renvoie donc le droit? Alors, le droit, c'est un ensemble de règles juridiques, un ensemble de règles de conduite, un ensemble de règles de conduite qui organisent la vie des hommes en société, ou un ensemble de règles juridiques qui organisent les rapports ou les relations entre les êtres humains dans une société donnée dans le non-respect et sanctionné par l'autorité publique. Donc, quand vous ne respectez pas ces règles de conduite, alors vous êtes frappé par la loi. Alors, maintenant le travail ici. Le travail, donc, la notion du travail renvoie à quoi? Alors, la notion du travail renvoie à, c'est une activité humaine. Une activité humaine d'abord, une activité manuelle et une activité professionnelle. Le but étant la recherche du profit. Le but étant la recherche du profit. Alors, qu'est-ce qu'on entend donc? Si maintenant on essaie de les ajuster, de les mettre ensemble, on a le droit du travail. Alors, le droit du travail renvoie à quoi? Le droit du travail, d'abord,
Ce cours est logé dans la partie du droit qu'on appelle le droit privé. Alors, le droit privé, c'est l'ensemble des règles qui organisent les rapports entre les particuliers dans une société donnée dans le non-respect sanctionné par l'autorité publique. Alors, à côté d'avoir le droit public, ça c'est le droit de l'État. Mais en matière de droit privé, nous avons plusieurs branches, sous-branches. Nous avons par exemple le droit des contrats, le droit du commerce, le droit des sociétés et le droit du travail, etc. Alors, le droit du travail ici renvoie est défini comme un ensemble des règles juridiques qui régissent dans le secteur d'activité privée les rapports individuelles ou les relations individuelles et collectives de travail existantes entre un employeur et un ou plusieurs travailleurs. Alors, dans cette relation, nous avons deux personnes. Nous avons l'employeur. L'employeur et l'employé. Et l'employé. Alors, ces deux personnes, le droit du travail organise cette relation, la relation qui existe entre ces deux personnes. Alors, comme on a su définir que c'est un ensemble des règles juridiques qui organisent ou qui régissent dans le secteur d'activité privée, les relations ou rapports, les rapports ou relations individuelles ou collectives existantes entre employeurs et un ou plusieurs employés. Alors, pourquoi donc un droit du travail? Alors, le droit du travail est arrivé est ici pris comme une solution idoine pour essayer d'encadrer cette relation parce que c'est une relation assez sensible. Nous avons l'employé fait face à une personne qui est puissamment économique. Et vous savez que l'employé est vulnérable, une vie qui est de son salaire. Donc, il est face à une personne qui est puissante, qui a une puissance économique, qui a des relations, qui peut facilement marcher ses droits. Voilà pourquoi le droit du travail est venu pour encadrer. L'État, le législateur a compris, l'État a compris qu'il faille encadrer cette relation pour ne pas qu'il y ait des débordements, pour ne pas qu'il y ait des abus. Voilà pourquoi le droit du travail est là pour encadrer cette relation. Alors, le droit du travail anglais est considéré par les entreprises comme les souples, c'est un droit assez souple, c'est un droit assez flexible, comparable au droit du travail qui s'applique dans les pays francophones. Alors le système anglais, ce droit dans le système anglais, il est souple, il est flexible et il a le coût des réalités économiques. Alors, ce cours est tellement assez dense comme je vous l'ai dit. Il est assez dense. Donc le droit anglais, en réalité, la source principale de ce cours du droit anglais au Royaume-Uni, nous avons aujourd'hui la législative et non comme nous avons dans le système anglo-saxon, nous avons la jurisprudence comme la source principale. Parce que vous savez que le droit anglais rien n'est écrit. Le droit anglais, tout est basé sur les us et coutumes. En réalité, c'est beaucoup plus la jurisprudence qui est un ensemble des décisions prises par un juge. Alors, comme source, nous avons l'Employment Rights Act. Employment Act, qui est la loi, le droit de l'emploi, les lois sur le droit de l'emploi. Et également, nous avons la National Minimum Wage Act, qui est la loi sur le salaire minimum national de 1998. Alors, la loi, l'Employment Rights Act, c'est les lois sur le droit en matière de l'emploi de 1996. Et également, l'Employment Act, qui est la loi sur l'emploi de 2002. Ces textes, c'est ça qui organise le droit du travail en Angleterre ou en Royaume-Uni.
Alors, dans ce cours, nous avons plusieurs chapitres, dont le premier va porter sur la formation du contrat de travail, la formation du contrat de travail. Alors, comme la notion du contrat, d'une manière générale, le contrat, c'est un accord de volonté. Un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de donner, de faire et de ne pas faire, de modifier les obligations contractuelles ou de les éteindre. Parce que le contrat, aujourd'hui, on peut le modifier, le contrat ne peut pas être figé, il peut être modifié en vertu des changements qui peuvent s'opérer. Et également, le contrat, comme je vous dis toujours que le contrat n'est pas la signature ou la conclusion, il vit par l'exécution et il. On fait par la rupture. Et on fait par la rupture. Voilà pourquoi il faut un droit pour encadrer cette relation qui doit exister entre un employeur et un employé. Alors, la notion de la formation du contrat, qui est le premier chapitre de ce cours, qui porte sur la formation du contrat. Alors, le contrat, comme on a su le définir, c'est un accord de volonté. Ça, c'est le contrat d'une manière générale. Accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de donner, de faire, de ne pas faire, de modifier les obligations contractuelles ou de les éteindre. Alors, pour quel contrat? Maintenant, le contrat de travail quant à lui, bien sûr, le contrat de travail quant à lui renvoie à un accord de volonté entre un employeur et c'est un accord de volonté par lequel, voilà un accord de volonté par lequel un employé, celui-ci, s'engage à exécuter des tâches de nature professionnelle sous la direction et sous l'autorité d'une personne appelée employeur. Et ce dernier, qui est l'employeur, s'engage à lui payer une contrepartie, généralement en argent appelé salaire. Donc il y a l'exécution des tâches par celui-ci. Également, il doit travailler. Celui-ci s'engage à exécuter les tâches de nature professionnelle. Il y a sous l'encadrement qu'on appelle le lien de subordination. Et il y a la contrepartie qui est le salaire, le régime du salarié. Alors, celui qui s'engage à exécuter des tâches de nature professionnelle sous les directives et l'autorité de l'employeur, ce dernier s'engage à lui payer une contrepartie généralement en argent appelé salaire. Alors là, pour que ce contrat, pour que ce lien de droit soit valablement formé, d'une manière générale, dans les autres formes de contrat, dans tous les contrats, il y a ce qu'on a, pour qu'un contrat soit valablement formé d'une manière générale, il faut l'observation ou le respect d'un certain nombre de conditions. Alors nous avons les conditions de fond d'un côté, et également nous avons les conditions de forme. Alors, parmi les conditions de fond, nous avons les conditions de fond rattachées aux parties. Les conditions de fond rattachées aux parties qui ont signé le contrat, les parties contractantes. Nous avons primo le consentement. Le consentement dit qu'il doit être libre, éclairé et exempté de vices. Le consentement doit être libre, éclairé et exempté de vices. Les vices, ici, on fait allusion à quoi? On parle du dol, on parle de l'erreur et on parle de la violence. On va l'expliquer, on va le détailler, on va aller plus en profondeur quand on va essayer de faire une lecture sur ce chapitre. Et également, nous avons la capacité. Ici, on parle de la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Et enfin, également, parmi les conditions de fond, nous avons aussi les conditions rattachées au contrat. Primo, nous avons détaillé les conditions de fond rattachées aux parties contractantes. Et là, nous allons voir les conditions de fond rattachées au contrat. Le contrat. On parlera de l'objet du contrat. L'objet du contrat, c'est la matière qui forme le contrat. On signe pour quelle matière? C'est la matière qui forme le contrat. On dit que l'objet du contrat doit être déterminé et déterminable. Nous ne pouvons pas signer un contrat sur un objet qu'on ne connaît pas. On doit signer un contrat sur un objet qu'on connaît, qui est un objet qui est déterminé, qui est déterminable. Donc, l'objet du contrat doit être déterminé, déterminable, licite et futur.
Après l'objet, nous allons évoquer la question de la cause du contrat. Quelle est la raison? La cause du contrat, c'est la raison pour laquelle on doit signer le contrat. Nous allons signer le contrat pour quelle raison? Alors ici, on dit que la raison du contrat, la cause du contrat doit être licite, doit respecter les bonnes mœurs et l'ordre public. Et enfin, pour la première section qui porte sur les conditions de formation du contrat, nous avons les conditions de forme, parce que les conditions de fond marchent toujours avec les conditions de forme. Alors, parmi les conditions de forme, on dit qu'on voit en matière contractuelle, l'écrit n'est pas exigé. L'écrit n'est pas exigé, mais certains contrats exigent l'écrit pour ce qu'on appelle la validité du contrat et l'exécution de la validité du contrat et pour la preuve du contrat qu'on appelle l'écrit ad validitatem et l'écrit ad probationem. Voilà, d'une manière ramassée, d'une manière détaillée, ce que nous avons pu prévu sur la première section qui pose sur la formation ou la conclusion du contrat. Alors, dès les deux autres sections, la deuxième section qui porte sur les caractéristiques du contrat de travail, nous avons le contrat de travail. C'est un contrat. Nous avons la caractéristique, les caractéristiques secondaires qui montent dans le paragraphe 1. Et dans le paragraphe 2, nous allons évoquer la caractéristique principale. Alors, les caractéristiques secondaires. Nous avons la première caractéristique qu'on va aborder. Le contrat de travail est un contrat intitulé personne. Le contrat de travail est un contrat intitulé personne. Pourquoi il est un contrat intitulé personne? Parce que c'est un contrat qui est signé, qui est conclu entre deux parties. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrat qui est en considération de la personne des parties contractantes. Donc, en considération de la personne qui a signé. Voilà pourquoi on dit que ce contrat a un caractère intitulé personne. C'est vous qui avez signé le contrat. C'est vous qui avez conclu le contrat. Les obligations contractuelles doivent être exécutées par vous-même. En matière contractuelle, en matière de contrat de travail, c'est vrai, c'est ce que la loi dit, mais vous savez que la loi, toute règle a une exception. C'est vous qui avez signé le contrat. En principe, c'est vous qui devez exécuter les tâches. Mais il va arriver des moments où vous avez signé le contrat, au moment de l'exécution, vous vous êtes empêché. Alors vous pouvez demander à votre employeur, vous pouvez demander l'autorisation à votre employeur si vous pouvez vous faire remplacer par quelqu'un. Ça peut être votre frère, ça peut être votre ami, ça peut être votre collègue pour l'exécution des prestations contractuelles. Il faut l'autorisation préalable de l'employeur. S'il accepte, alors votre frère ou votre ami ou votre remplaçant peut venir exécuter les tâches à votre place. Alors s'il n'accepte pas, alors il n'y a pas de changement. Donc il faut demander l'autorisation préalable de l'employeur pour le remplacement. Le contrat de travail est un contrat synalagmatique. Est un contrat synalagmatique. Alors pourquoi le contrat de travail est un contrat synalagmatique? Alors il est un contrat synalagmatique parce qu'il fait naître des obligations de part et d'autre. Les obligations réciproques entre les parties. Les parties qui ont contracté, chacun doit donner, doit faire ou doit donner, pas faire quelque chose. Alors si on revient à la définition du contrat, même d'une manière générale, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de donner, de faire et de ne pas faire, de modifier ou d'éteindre les obligations contractuelles. Vous voyez que dans cette définition, chacune des parties doit au moins faire ou doit au moins donner quelque chose. Alors en matière de contrat de travail, si on revient même à la définition du contrat de travail, nous allons voir qu'il y a toujours les obligations réciproques entre les parties. L'accomplissement des obligations toujours réciproques. Alors le contrat de travail, tel que défini par l'Employment Rights Act, ce texte définit le contrat de travail comme étant un accord par lequel une personne appelée employé s'engage à exécuter des tâches de nature professionnelle sous
sous la direction et sous l'autorité d'une autre personne appelée employeur. Et ce dernier qui est l'employeur, plutôt s'engage à lui payer une contrepartie, généralement dans un appelé salaire. Vous voyez qu'ici, celui-ci, dans le contrat de travail, l'employeur s'engage à exécuter les tâches de nature professionnelle sous la direction et sous l'autorité de l'employeur. Et ce dernier, celui qui s'engage à lui payer le salaire. Donc ça veut dire qu'il y a du donnant-donnant. Chacun doit faire quelque chose, chacun doit donner quelque chose. Voilà pourquoi on dit que ce contrat est un contrat synalagmatique, parce que les obligations réciproques sont exécutées d'une manière les obligations contractuelles sont exécutées d'une manière réciproque par les parties. Chacun doit donner quelque chose, chacun doit faire au moins quelque chose. Voilà pourquoi ce contrat, on dit que ce contrat a un caractère synalagmatique. Les obligations contractuelles sont exécutées d'une manière réciproque. Alors, le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. C'est un contrat à titre onéreux. Pourquoi il est un contrat à titre onéreux? Oui, le contrat de travail ne peut pas être gratuit. Le contrat de travail ne peut pas être gratuit. Il ne peut pas être gratuit plutôt. Donc, un employé ne peut pas s'engager à exécuter des tâches d'une façon à exécuter gratuitement les tâches sans être rémunéré à la fin. Ça s'appelle un contrat de travail. Un contrat de travail ne peut pas être gratuit. Voilà pourquoi on dit qu'il a à titre onéreux. Parce qu'il a à titre onéreux, parce que celui-ci qui s'engage à exécuter des tâches de nature professionnelle sous la direction de l'autorité, celui-ci et ce dernier s'engage pour payer le salaire parce qu'il y a le paiement de la contrepartie. Vous vendez vos services, vous vendez votre activité professionnelle, vous vendez votre intelligence au profit de celui-ci, celui qui bénéficie même des fruits de vos tâches, c'est l'employeur. Alors, il doit vous payer le salaire. Voilà pourquoi on dit qu'il a à titre onéreux, parce qu'on doit vous payer une contrepartie. Il y a une contrepartie généralement en argent appelé salaire, il doit vous payer le salaire. Voilà pourquoi le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. Et enfin, on dit que le contrat de travail est dans une certaine mesure un contrat d'adhésion. Un contrat d'adhésion. Un contrat d'adhésion. Pourquoi il est un contrat d'adhésion? Alors, lorsqu'on entend le mot adhésion, c'est la façon d'adhérer, c'est une manière d'adhérer, de faire partie à quelque chose. Ça veut dire qu'on vient, les autres ont préparé déjà cet élément-là ou cette chose-là. Vous venez vous y entrer, vous venez adhérer juste. Vous n'êtes pas parti à la base. Ça veut dire que vous venez faire partie. Mais vous n'étiez pas parti à la base. Alors c'est un contrat d'adhésion. Pourquoi? Parce que la majorité des lois, la majorité plutôt des dispositions de ce contrat, la majorité des clauses du contrat de travail sont prévues par la loi. Alors en matière en Grande-Bretagne, ces clauses-là sont déjà prévues par l'Employment Rights Act. De droit à tout déjà prévu. Même si chez eux on le voulait avec la jurisprudence, les coutumes du travail, mais il y a des lois, il y a des textes. Et pas des textes d'une manière écrite, mais il y a déjà ce qui est déjà prévu. Il y a déjà des documents, des textes, il y a déjà des lois déjà prévues pour organiser cette relation. Voilà pourquoi on dit que le contrat de travail est un contrat d'une certaine mesure, un contrat d'adhésion. Et on également parlera de là. Après les caractéristiques secondaires, nous avons la caractéristique principale, elle est la seule. Elle a une seule, le contrat de travail, il a une seule caractéristique principale. Alors la caractéristique principale ici concerne le lien de subordination. Le lien de subordination. Le lien de subordination. Pourquoi le lien de subordination? Justement parce que même si on revient à la définition du contrat de travail, on dit que l'employé s'engage à exécuter des tâches matérielles, des tâches de nature professionnelle sous la direction et sous l'autorité. Sous la direction et sous l'autorité. Sous la direction et sous l'autorité. C'est ça qui constitue, c'est cette expression qui constitue le lien de subordination. Vous devez travailler, vous devez suivre
L'employé doit suivre, doit respecter les directives de son employé, les orientations. Alors, il doit également travailler sous son autorité, il doit respecter son employeur. Alors, en droit de travail, si les subordinations sont considérées comme une faute lourde, faute légitime du licenciement. La seule caractéristique principale ici, c'est le lien de subordination. La dernière section de ce chapitre porte sur les différents types de contrats de travail. Alors, si on parle des formes même, les formes, c'est la forme écrite et la forme non écrite. Dans le contrat de travail peut être d'une manière tacite ou d'une manière écrite. Mais généralement, on dit qu'en matière contractuelle, il y a la liberté. Il n'y a aucune forme qui est requise. Donc, le contrat de travail peut être d'une manière verbale ou d'une manière écrite. C'est toujours un contrat de travail. J'ai un contrat de travail. Alors, parlons des types de contrats de travail. Nous avons les types de contrats de travail classiques. Classique où on parlera du CDD, du CDD et du CDI. Ici, c'est le contrat à durée. Contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée, c'est un contrat où la fin, où les termes sont déjà prévus à la base par les parties. Alors c'est un contrat où quand les parties ont déjà respecté les conditions de fond et de forme, avant d'abord ils ont eu les clauses qui prévoient la fin du contrat. Donc c'est un contrat où la fin est déjà connue à la base. On sait qu'on travaille pour tant d'années, on sait qu'on travaille pour tant de mois. Alors généralement en droit, ce contrat commence à partir de 6 mois. Et ne peut excéder 2 ans, mais renouvelable. Donc ça veut dire que vous pouvez aller renouvelable une seule fois. Ça veut dire que ce contrat, vous pouvez travailler pour 2 ans, vous renouvelez, ça fait 4 ans. Au-delà de 4 ans, ça devient un contrat à durée indéterminée. Automatiquement, ce contrat se transforme qui était à durée déterminée où la fin était prévue par les parties, se transforme en contrat à durée indéterminée. Parce qu'on a renouvelé le renouvellement une seule fois. Alors, au-delà de 4 ans, ça devient un contrat à durée indéterminée parce que ce contrat commence à partir de 6 mois. 6 mois à 2 ans. Renouvelable une seule fois. Une seule fois. Et le contrat à durée indéterminée. C'est un contrat où la fin où le terme n'est pas prévu à la base, n'est pas connu. On n'a pas prévu la fin de ce contrat-là. Mais ce contrat peut prendre fin à tout moment, d'une manière unilatérale. Donc chaque partie peut décider de mettre fin à ce contrat-là d'une manière unilatérale. Donc la résiliation unilatérale est reconnue aux parties. Chacun peut décider au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Donc le contrat, on ne sait pas à quel moment ça va finir. Aussi longtemps que ce contrat, le contrat à la vie, les parties continuent à exécuter, les parties vont continuer à exécuter les tâches. Comparablement, différemment du contrat à durée indéterminée, lorsque la fin est déjà prévue, vous travaillez pour 6 mois ou pour 2 ans. Et que les 2 ans là finissent, vous pouvez renouveler Dieu. Dès que ça passe à 4 ans, vous ne pouvez plus renouveler. Si après 4 ans vous continuez, ça devient un contrat à durée indéterminée. Mais ici, la fin n'est pas prévue par les parties à la base. Mais la résiliation est reconnue par les parties. Chaque partie peut décider de mettre face au contrat d'une manière unilatérale. Ici, si au bout d'une année, vous mettez face au contrat, vous devez dédommager le parti parce que le fait de mettre fin au contrat d'une manière unilatérale, alors que le contrat était pour 2 ans, vous avez décidé de rompre ou de rompre ce contrat, vous devez payer les indemnités. Et à l'autre partie, vous devez le dédommager pour réparer. Parce qu'on dit l'article français du Code civil français, article 1382, dit que celui qui a commis la faute doit réparer la faute, doit le réparer. Donc ici, le droit de résiliation est reconnu par les parties. Donc cette partie, il faut mettre là ce contrat parce qu'on ne sait pas à quel moment ça peut finir. Et également, nous parlera des nouveaux contrats
les contrats typiques de travail, nous avons le contrat saisonnier, nous avons le contrat occasionnel, nous avons le contrat d'apprentissage, et TIRA, c'est les nouveaux contrats qui ont vu le jour, que nos législateurs doivent aussi réajuster dans notre instrument juridique qui organise le droit du travail, notamment le code du travail. Alors, d'une manière ramassée, chers étudiants, voilà ce qu'on avait prévu pour les explications de ce cours qui porte sur ce chapitre, ce premier chapitre qui porte sur la formation du contrat de travail. Alors, le cours, d'une manière générale, nous allons parler primo de la formation du contrat de travail, nous allons parler secondo de l'exécution du contrat du travail. Nous allons parler des incidences du contrat de travail, parce que le contrat de travail ne peut pas être figé, le contrat de travail peut avoir des modifications. Concernant l'exécution du contrat de travail, nous avons l'exécution du contrat de travail par l'employeur et l'exécution du contrat de travail par l'employeur. Alors, par l'employeur, l'exécution du contrat de travail par l'employeur a des droits et des obligations, on appelle des pouvoirs et des obligations. Et également, l'employeur aussi a des droits et des obligations. Ces droits sont généralement appelés des devoirs. Et les obligations sont appelées généralement des devoirs. Alors, le chapitre 3, nous allons aborder la question des incidences au contrat de travail. Nous allons parler de la suspension du contrat de travail, qui est l'arrêt momentané du contrat l'arrêt momentané de l'accomplissement des prestations contractuelles. Donc, le contrat peut être suspendu pendant une courte période, pour des éléments qui peuvent entraver la poursuite normale de ce contrat. Donc, on va parler dans les incidents, nous allons parler de la suspension du contrat de travail. Et également, nous allons parler de la modification du contrat de travail, parce que le contrat ne peut pas être figé, il peut être modifié. Le chapitre 4, nous allons aborder la question de la rupture du contrat de travail. Nous allons voir la rupture du contrat de travail, nous allons voir le cas de licenciement. Nous allons voir dans la rupture, nous allons voir le cas de la démission. La démission, c'est l'employeur qui décide de mettre fin à son contrat. Et également, nous allons voir la question sur le licenciement. Nous allons voir aussi les questions tout autour de ce licenciement. Là, on parlera du licenciement abusif, du licenciement régulier, du licenciement légitime. Toutes ces questions, nous allons voir ça tout au long de ce cours. Alors, on revient au début. On va faire un peu de lecture. Alors, à titre d'introduction, le droit du travail peut être défini comme un ensemble de règles juridiques qui régissent dans le secteur de l'activité privée les relations individuelles et collectives existantes entre un employeur et un ou plusieurs travailleurs. Alors, le droit du travail anglais est considéré par les entreprises comme souple, flexible et à l'écoute des réalités économiques. Alors, de nombreux textes récents, peu nombreux. Alors, il n'existe pas de code de travail en Angleterre. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de code ici. Nous sommes dans le système anglo-saxon. Le droit n'est pas écrit. Il n'y a pas de code là-bas. Mais ils utilisent ce qu'on appelle la jurisprudence ou les justes coutumes. Il n'existe pas de code de travail anglais. Cela correspond à la tradition juridique anglaise, selon laquelle un code de loi symbolise une rigidité inefficace, alors que le droit est censé s'adapter aux éléments factuels de chaque cas d'espèce. En réalité, c'est vrai, on ne peut pas, si on commence à codifier, on a déjà prévu les infractions. Mais le droit est évolutif. Aujourd'hui, il y a des infractions qui peuvent connaître le jour, qui n'existent pas dans un instrument juridique. Alors, il faut maintenant le résoudre comment? Là, pour nous, les pays francophones, nous allons faire ce qu'on appelle le prêt-à-porter juridique. On va le faire l'empreinte du droit. Mais l'empreinte du droit que nous allons faire, est-ce que c'est conforme à nos réalités? Voilà pourquoi le système anglais n'a pas d'instrument
prévu pour cela. Il n'y a pas de code de travail. Chez eux, ils appliquent tout au cas par cas. Chez eux, le droit évolue, pour eux, le droit évolutif. Donc, au fur et à mesure, on adapte les situations, on règle les situations par rapport au cas. Voilà pourquoi chez eux, on utilise le code de travail symbolise une rigidité inefficace, alors que le droit est censé s'adapter aux éléments factuels de chaque cas d'espèce. Alors, outre la transcription de directives européennes, voilà, la transcription des directives européennes, nombreux de ces textes résultent des mesures sociales prises par le gouvernement Blair, Brown, 1997 à 2010, le salaire minimum, protection des femmes enceintes, protection du droit de grève, information et consultation dans les entreprises, non-discrimination des travailleurs intérieurs et intermédiaires, à temps partiel, CDD, contrat de durée déterminée, etc. Il convient également d'observer que le texte de droit du travail anglais, les textes du droit du travail anglais font une place importante à la lutte contre les discriminations. Discrimination de sexe, discrimination de race, orientation sexuelle, religion, handicap, âge. Ces textes reçoivent une abondante application pratique. Alors, les discriminations étant très sévèrement sanctionnées par les juridictions anglaises, contrairement au droit du travail français. Alors, suprématie de la jurisprudence. Alors, la jurisprudence est pour eux, en fait, pour eux, tout est basé sur la jurisprudence. La majorité des textes, c'est la jurisprudence. La jurisprudence, en réalité, c'est l'ensemble des décisions prises par le juge. Donc, au fur et à mesure, dès qu'un juge prend une décision, ça fait office d'une loi. Lorsqu'il y a une situation similaire, ils vont parler de gauche et à droite. Ils vont prendre cette décision, ils vont regarder et faire une transposition et appliquer le droit, appliquer la décision du juge qui a rendu la situation similaire. Voilà pourquoi ce sujet évolue de cas par cas. Alors, la suprématie de la jurisprudence. La jurisprudence joue un rôle primordial en droit anglais. En général, et en droit du travail anglais. En général, la jurisprudence joue un rôle primordial en droit anglais en général et en droit du travail en particulier. Alors, il est rappelé qu'en vertu du principe du précédent, hérité de la common law, les juridictions sont liées par des décisions rendues par les juridictions supérieures. Donc les juridictions inférieures sont liées par les décisions rendues par les juridictions supérieures. Étant observé que la procédure prud'homale anglaise est caractérisée par 4 degrés de juridiction. Nous avons Employment Tribunal. Donc nous avons le tribunal du travail, Employment Tribunal. Employment Appel Tribunal. Nous avons le tribunal d'appel du travail. Court of Tribunal. Nous avons la cour d'appel. La cour d'appel. Et enfin, nous avons Supreme Court, donc la Cour suprême. Alors, il résulte une très grande souplesse du droit du travail anglais, qui est rendue en fonction des particularités de chaque cas d'espèce. Donc, chez eux, c'est même le cas par cas. La casuistique, chez eux, c'est même ça. Ils évoluent de la casuistique, donc c'est de cas par cas. On règle les situations au cas par cas. On ne peut pas dire non, on a déjà prévu ça. Dès qu'il y a une infraction, on va aller lire le code pénal, le code civil, le code de travail. Non, le code a dit ceci. Non, parce qu'ils savent que le droit est évolutif. Chaque jour, il y a des nouvelles situations juridiques qui naissent. Donc, aujourd'hui, dès qu'il y a une nouvelle situation, demain, après 2 jours, il y a une nouvelle situation. Donc, chaque jour, on va commencer à amender les instruments. Donc, voilà pourquoi chez eux, ils laissent comme ça. Au fur et à mesure, dès qu'il y a une situation qui naît, ils utilisent ce qu'on appelle les justes coutumes. Ou encore, ils utilisent la jurisprudence. Dès qu'un juge prend une décision, parce que le juge juge selon son ultime conviction aussi, il juge aussi selon son ultime conviction. Donc il voit une situation, il va regarder les décisions prises par les anciens, d'autres juges.
s'il n'y a aucune situation il n'y a aucune décision qui corresponde à cette situation, alors il va juger selon son ultime conviction. Cette décision-là sera enregistrée et sera considérée comme une loi. Ça va faire office de loi lorsqu'il y a une situation similaire. On va prendre cette décision pour appliquer à cette nouvelle situation. Voilà pourquoi on parle du cas par cas. La casuistique. Alors, il résulte aussi une incertitude et un aléa, car la décision du juge varie d'un cas d'espèce à l'autre. Alors, le rôle de la soft law. La soft law, c'est le droit souple. Voilà pourquoi le droit anglais, le droit anglo-saxon est souple par rapport à nous. Chez nous, le droit est tellement rigide. Alors que les autres, le droit est souple. Alors, une organisation publique qu'on appelle ACAS, édite des guides de bonne conduite. Édite des guides de bonne conduite. Excusez-moi. Voilà. Là, une organisation publique qu'on appelle ACAS édite des guides de bonne conduite qui couvrent les domaines variés du droit du travail anglais, tels que l'exécution des contrats de travail, l'hygiène et la sécurité au travail, la vie des entreprises, la procédure disciplinaire, la procédure de licenciement, les absences des salariés, l'égalité et la discrimination, les licenciements économiques. Licenciements économiques, généralement on appelle ça, ça m'échappe, ça viendra quand on va aller là. Bien que ces guides n'aient pas force de texte lourd, alors les juges tiennent largement compte de leurs prescriptions dans le cadre des contentieux. Alors, une place modeste des relations collectives de travail. Depuis la fin du XIXe siècle, le droit du travail anglais démontre une grande magnificence à l'égard des syndicats, alors lesquels sont jugés comme perturbateurs et nuisibles à la prospérité économique. C'est ainsi que théoriquement, il n'existe pas de droit de grève en Grande-Bretagne. Oui, il n'y a pas de droit de grève là-bas. Le droit n'est pas reconnu là-bas. Généralement, dans les partis anglophones, le droit de grève n'est pas souvent reconnu aux travailleurs. Mais plutôt une immunité de la responsabilité civile des syndicats organisateurs d'une action collective. De même, les conventions collectives n'ont pas de force obligatoire dans les relations entre l'employeur et le salarié. Même si la jurisprudence incorpore au contrat de travail les clauses dites aptes d'une convention collective. Il est également à noter que les délégués du personnel et les comités d'entreprise n'existent pas en Angleterre. Sous l'impulsion de l'Union européenne, un récent décret gouvernemental de 2004 oblige cependant les entreprises de 50 salariés et plus à mettre en place des mécanismes d'information et de consultation des salariés, notamment en matière de marge générale de l'entreprise, gestion provisionnelle de l'emploi, transfert d'entreprise ou de licenciement économique. Les syndicats exercent traditionnellement le rôle informatif et consultatif en entreprise. Donc, ils ont un rôle juste leurs actions se limitent parfois à l'information et les consultations pour entendre ce que les salariés peuvent raconter. Donc, ils jouent le rôle même de pont entre l'administration et les salariés. Alors, les sources du droit du travail anglais. Alors, la principale source du droit du travail anglais, du droit du travail au Royaume-Uni, est aujourd'hui législative et non comme une grande partie du droit anglo-saxon jurisprudentiel.
Nous avons aujourd'hui le droit évolué. Avant, c'était la jurisprudence, mais ils ont quand même mis en place un certain nombre de textes qu'on appelle l'Employment Rights Act, qui est la loi sur les lois sur les droits en matière d'emploi de 1996. Nous avons le National Minimum Wage Act, loi sur le salaire minimum national de 1998, créant un salaire minimum. Nous avons Employment Act, loi sur l'emploi de 2002, texte particulièrement interdisant là. Alors le droit du travail anglais offre la qualité pour mettre la souplesse et la flexibilité. C'est un droit tellement souple et flexible. Alors aujourd'hui, on avait prévu de faire la première section. Alors la formation du contrat de travail. La formation du contrat de travail. Alors, le recrutement dans une entreprise est matérialisé par la formation ou la conclusion d'un contrat de travail. Alors, le contrat de travail est défini par l'Employment Rights Act de 1996 comme étant un accord de volonté par lequel une personne appelée employeur, son employé plutôt s'engage à exécuter des tâches de nature professionnelle sous la direction et sous l'autorité d'une autre personne appelée employeur, et ce dernier s'engage à lui payer une contrepartie générale qu'on a appelée salaire. Alors, la signature du contrat de travail est souvent l'aboutissement d'un processus qui commence par une phase probatoire. Et cette phase probatoire est encadrée par le législateur. Bien que régie par les lois plus souples que du côté des pays francophones, le droit du travail britannique est toutefois bien existant. Alors, le contrat du travail est une des pièces maîtresses de l'environnement législatif anglais. En effet, tout ce qui n'est pas régi par la loi est cadré par le contrat de travail. Alors, le contrat de travail est établi lors de la présence d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur, ainsi que le versement d'une contrepartie pécuniaire en échange d'un travail. Le contrat de travail peut être oral d'une manière verbale, mais le salarié peut exiger qu'il soit écrit. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a deux formes de contrat de travail. Nous avons le contrat tacite, qui est le contrat verbal ou le contrat oral. Nous avons le contrat écrit. Pourquoi l'écrit? Parce que l'écrit donne plus de garantie. Parce qu'à travers l'écrit, nous pouvons prouver l'existence de ce contrat. Parce qu'en droit, en général, on peut prouver par tout moyen. Donc, on ne peut pas avoir la preuve par écrit. Parce que le contrat est écrit, preuve par témoignage lorsqu'il n'est pas écrit, preuve électronique, ainsi de suite. La loi est le contrat de travail est établi lors de la présence d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur, ainsi que le versement d'une contrepartie pécuniaire en échange d'un travail. Le contrat de travail peut être oral, mais le salarié peut exiger qu'il soit écrit. Il convient d'étudier d'abord la conclusion du contrat de travail, qu'on appelle la formation du contrat de travail, ensuite les caractéristiques et enfin les diverses formes de contrat de travail. Alors la formation ou la conclusion du contrat de travail. Pour qu'un contrat, d'une manière générale, soit valablement formé, il faut obligatoirement l'observation d'un certain nombre de conditions. Alors, ici, nous allons aborder un certain nombre de conditions, celui relative au travail et celui relatif. Donc, le contrat d'une manière générale et la formation du contrat d'une manière générale est subordonnée au respect
des conditions, d'un certain nombre de conditions. Et celui relatif, donc le contrat relatif au travail ne peut échapper à cette exigence. Alors, peut échapper à cette exigence. Il convient de présenter d'abord les conditions de fond, paragraphe 1, et après les conditions de forme, paragraphe 2. Paragraphe 1, les conditions de fond relatives à la formation du contrat de travail. Il sera question pour nous ici, dans cette partie, d'analyser dans un premier temps, de présenter les conditions de fond rattachées aux parties au contrat, et dans un second, les conditions relatives au contrat. Le grand A, les conditions rattachées aux parties contractantes. Parmi ces conditions relatives aux parties, on a deux. On a deux conditions qui sont rattachées aux parties. Généralement, on parle du consentement. Le consentement, c'est le fait de dire oui. Le consentement, c'est le fait d'accepter la forme du contrat. C'est le fait d'accepter les clauses. C'est le fait d'accepter la personne avec qui vous voulez participer. Vous voulez signer cet accord. Donc on dit que le consentement en droit, il doit être éclairé. Il doit être libre, éclairé, exempté de vices. Alors les vices, ici on parlera du dol. On parlera du dol. Du dol, on parlera de l'erreur. Et également, on parlera de la violence. Alors un consentement vicieux, entaché du dol, entaché de l'erreur et de la violence, ce consentement ne sera pas pris en compte parce que ce consentement-là n'est pas libre. On doit être libre d'accepter. On doit être libre de marcher, de partager avec qui l'on veut. On doit être libre d'accepter la forme de contrat l'on veut. On ne doit pas nous exiger. On ne doit pas nous violenter. Ou on ne doit pas nous tromper. Ou on ne doit pas être dans une position d'impossibilité. Voilà pourquoi le consentement doit être libre, éclairé, exempté de vices. Les vices ici, on parle du dol, de l'erreur et de la violence. Le dol ici, c'est lorsque l'autre partie met en place des stratagèmes, met en place des moyens illicites pour vous induire en erreur. C'est l'autre partie qui met en place des stratagèmes pour vous induire en erreur. L'erreur ici, c'est vous-même. Par votre inadvertance, par votre inattention, vous avez accepté, sans pour autant être vigilant sur un certain nombre d'éléments dans le contrat. La violence ici, ça peut être des menaces, violence verbale, violence physique. Alors, si le consentement est entaché de ces éléments-là, ce consentement-là ne sera pas pris en compte parce qu'il est vicieux. Parmi encore les conditions de fond rattachées aux parties, nous avons la capacité. La capacité ici, on parlera de la capacité de jouissance. Capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Capacité de jouissance d'un certain nombre de droits. Il y a certaines personnes qui sont privées de jouir d'un certain nombre de droits. On parle généralement du régime de l'incompatibilité. Le régime de l'incompatibilité. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas jouir d'un certain nombre de droits. Capacité de jouissance ne peut pas jouir d'un certain nombre de droits. Le droit au travail pour un certain nombre de personnes. Ici, généralement, on parle des personnes qui ont déjà fait peut-être l'objet d'une condamnation. Alors, lorsque votre casier judiciaire est déjà sali, vous ne pouvez pas jouir de ce droit, avoir un contrat de travail. Parce que au fur et à mesure, dès lors que vous présentez votre certificat de nationalité, le casier judiciaire généralement est déjà sale. Il y a déjà les condamnations, il y a déjà les infractions auxquelles vous avez encouru. Ils sont là-dedans. Vous ne pouvez pas signer un contrat de travail. Capacité d'exercice, ici on parle du mineur. Un mineur de moins de 18 ans en Angleterre, en droit anglais, la majorité civile, avant c'était 21 ans, mais aujourd'hui ils ont rapproché ça à 18 ans. Alors que dans les pays francophones c'était 21 ans. La capacité civile. Alors au pénal c'est 18 ans. Alors, pour l'Angleterre, ils ont ramené ça à 18 ans. Donc, un enfant de moins de 18 ans ne peut pas signer un contrat de travail. On signe le contrat de travail à partir de 18 ans. Ici, on parle des mineurs incapables, on parle aussi on parle des mineurs capacité d'exercice ici.
concerne que les adultes, les personnes qui ont 18 ans ou plus. Les moins les mineurs aussi ne peuvent pas signer un contrat de travail. On parle aussi des majeurs incapables. Ceux-là qui souffrent d'une démence, les gens qui font des crises de folie, les gens qui ont un déséquilibre mental ne peuvent pas signer un contrat de travail. On parle de la capacité d'exercice. Ensuite, nous allons aborder la question sur les conditions de fond relatives au contrat de travail. Puis nous avons vu les conditions rattachées au parti, oui. Maintenant là, c'est les conditions rattachées au contrat même. Nous avons l'objet du contrat. L'objet, c'est la matière qui forme le contrat. La matière qui doit fonder le contrat. On signe le contrat pour quel objet? Alors, l'objet là doit être d'abord déterminé et déterminable. Nous ne pouvons pas signer un contrat de travail lorsqu'on ne connaît pas de quel travail il s'agit. Lorsqu'on ne connaît pas de quel travail il s'agit. Vous ne pouvez pas signer un contrat comme ça. On dit que cet objet doit être déterminé et déterminable. Cet objet doit être licite parce qu'on ne peut pas signer un contrat. Un contrat où on va travailler dans une maison de la joie, une maison de prosélytisme. Non, c'est interdit par la loi. On signe un contrat pour un objet licite. On sait que non, l'objet est reconnu par la loi. L'activité là ne fait pas l'objet d'une interdiction. Voilà pourquoi on signe le contrat. L'objet doit être licite. On dit que l'objet doit être futur. Oui, le contrat de travail, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Le contrat de travail, parmi les caractéristiques, on dit que le contrat de travail est exécution successive. Au fil du temps, on exécute les tâches. Dernière condition de fond rattachée au contrat, nous avons la cause. La cause, c'est la raison qui fonde le contrat. Alors, cette raison-là doit être illicite. Cette raison-là doit respecter les bonnes mœurs et les lois. L'ordre public, c'est les lois de police. Les bonnes mœurs sont pas beaucoup plus de la sensibilité des gens. Et au paragraphe 2, qui est le dernier paragraphe de la première section, c'est ce que nous avons trouvé pour aujourd'hui. Le paragraphe 2 parle de des conditions de forme. Conditions de forme. Selon l'Employment Rights Act de 1996, les contrats de travail sont librement passés. Ce qui signifie qu'aucune forme n'est requise pour la validité de ce contrat-là. Ce qui signifie qu'aucune forme n'est requise pour la validité de ce contrat-là. En clair, le contrat de travail peut être verbal ou écrit. C'est l'expression du principe de consensualisme. On consent parce que l'on veut. C'est l'expression du principe de consensualisme. Toutefois, certains contrats de travail doivent impérativement faire l'objet d'un écrit. Il s'agit du contrat à durée déterminée supérieure à 3 mois, donc à partir de 3 mois montant, et des contrats nécessitant le déménagement du travailleur de sa résidence habituelle. Alors, les contrats doivent être constatés par écrit avec ampliation à l'inspection du travail, du ressort de l'entreprise. De même, le contrat d'un travailleur de nationalité étrangère doit avant tout, depuis d'exécution, être visé par le ministre en charge du travail. La formalité du visa qui permet de contrôler l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Alors, lorsqu'il est saisi, le ministre est tenu de donner sa réponse dans un délai de 2 mois à l'expiration duquel le visa est réputé accordé. Alors ici, on parle de la forme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le principe est que le contrat, aucune forme n'est requise. Donc le contrat peut être verbal, il peut être d'une manière orale. Mais on exige l'écrit pourquoi? On exige l'écrit pour la validité. Du contrat qu'on appelle écrit ad validitadem. Validitadem pour la validité du contrat. Et l'écrit ad probationnel pour la preuve.
peau du contrat. Pour la peau du contrat. Voilà pourquoi on utilise l'écrit pour la validité et la preuve. Donc, parce que lorsqu'il y a un contentieux en rapport avec le contrat de travail, alors la partie qui va aller se plaindre doit en apporter la preuve, parce qu'on dit actuari incombi probation. La charge de la preuve incombe au demandeur. Vous avez demandé la réparation, c'est vous qui allez apporter la preuve. Le juge vous dit, donnez-moi les faits, moi je vous donne le droit, vous donnez les faits. Mais qu'est-ce qui va corroborer vos faits? Il faut un contrat d'une manière écrite pour prouver la validité de ce contrat-là et pour la preuve de l'existence de ce contrat. Voilà pourquoi l'écrit n'est pas obligatoire, mais il est nécessaire. Alors, chers étudiants, nous sommes arrivés au terme de ce qu'on avait prévu pour aujourd'hui. La première partie de ce chapitre, et qui portait sur le chapitre lui-même, il porte sur la formation du contrat. Alors, dans la formation du contrat, nous allons parler des conditions de formation du contrat, conditions de fond et conditions de forme. Et la section 2, que nous allons aborder prochainement, nous allons parler des caractéristiques du contrat de travail, les caractéristiques secondaires et la caractéristique principale. La section 3 qui va porter sur les différents types de contrats de travail, contrat classique et contrat atypique de travail. Alors pour aujourd'hui, c'était la section qui portait sur la première section qui portait sur la conclusion ou les conditions de formation du contrat de travail. Alors d'ici là, portez-vous bien et nous vous souhaitons une bonne suite de soirée, une bonne suite de la journée et à nous revoir très bientôt.